Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, puisque comme vous entendez la musique, on est actuellement en plein SummerSlam. Donc voilà, là c'est la fin du tout premier match. Et effectivement, comme pour la deuxième fois sur cette chaîne YouTube, pendant un pay-per-view, je vais le suivre en direct plutôt que de le suivre, comment dire, en replay quoi. Tout ça pour deux bonnes raisons, c'est que déjà de 1 habituellement c'est dans la nuit du dimanche au lundi alors que j'ai cours le lundi. Voilà, et puis même plus tard je travaillerai le lundi donc j'aurai pas forcément le temps ou l'envie de regarder ça, sachant que c'est de 1h à 3-4h, 5h du matin. Là aujourd'hui je crois que ça finit vers 5h du matin parce qu'il y a un truc qui débute à 5h30 donc c'est que ça doit finir vers 5h du mat. Donc bon, quand on a cours à 9h ou qu'on travaille à 9h, voilà, on a peut-être envie de dormir un petit peu avant, donc on peut pas trop forcément du coup regarder le catch dans la nuit du dimanche au lundi. Et en même temps, comme là c'est les vacances, du coup j'en profite, voilà, un peu ça, un peu que ce soit les vacances, le fait que les jeux soient pas là, du coup qu'on ait que l'appart pour moi et mon frère, et puis le fait que du coup demain lundi, j'ai rien de spécial à faire, donc, enfin demain comme on est dimanche, du coup effectivement il n'y a rien de spécial à faire, donc voilà, on en profite. Et la dernière fois c'était la même chose, j'avais fait ça parce que c'était les vacances, mais bon c'était toujours du dimanche au lundi, mais c'était des vacances, donc c'était pas trop dérangeant. Donc ce premier match, du coup, on a eu le RK Bro, donc je veux dire RKO, pardon. Donc Randy Orton et Riddle face à Omos et AJ Styles pour les titres par équipe de Raw. Donc je suis désolé, je suis un peu fatigué, comme je disais, là il est 2h22 du matin. Donc bon, je suis un peu claqué, je vous avoue que habituellement je suis couché vers 23h minuit, donc voilà, j'ai pas l'habitude de me coucher à des heures comme ça. Du coup, j'ai noté quelques petits trucs. Donc, on a au début un petit salto de Riddle vachement beau, aidé par Randy Orton. Donc voilà, Randy Orton qui met ses mains comme ça, et puis hop là, il machine Riddle qui retombe sur AJ Styles. Riddle qui kick Omos en est envoyé dans le coin, ça c'était plutôt pas mal. Randy aussi a mis pas mal de petits coups à Omos et a réussi à le faire tomber du ring, enfin du coin de ring. Omos qui envoie un chokeslam à Riddle sur le tablier, c'était assez impressionnant. Riddle qui envoie Omos dans le poteau de coin. Alors je sais pas trop s'il esquive un power slam ou si Omos allait juste foncer dans le poteau avec la tête de Riddle la première comme ça. En tout cas, Riddle esquive et arrive à envoyer du coup Omos dedans. Ensuite, on a AJ Styles du coup qui esquive, enfin Randy Orton plutôt qui esquive un Phoenix Forearm. Ah oui non, c'est juste que AJ Styles où avant il fait un salto arrière sur Riddle qui était plutôt pas mal. Voilà, et puis là ensuite Randy Orton qui esquive le Phoenix Forearm, donc le finisher de AJ Styles. Ensuite après quelques petits enchaînements, hop il arrive à foutre le RKO et 1, 2, 3. Nouveau champion par équipe, le RK Bro, donc c'est plutôt pas mal. Malgré, je pense, une scène qui, je crois, est un botch, puisqu'on a AJ Styles qui devait sauter au-dessous de Omos et rattraper Riddle et mettre un DDT. Sauf que là, quand AJ Styles a sauté, il s'est à moitié retrouvé bloqué sur Omos, parce que Omos est vraiment très très grand. Et du coup, c'est même Omos limite qu'il a un petit peu repoussé pour vraiment que la prise se fasse bien. Donc, est-ce que c'était prévu que ce soit comme ça ou est-ce que c'est vraiment un botch? Je saurais pas le dire, mais en tout cas, moi je l'ai vu comme un botch. Donc là, je vais regarder le deuxième match et du coup, je vous retrouve juste après. Donc vous allez avoir plein de petites coupures comme ça. Voilà, parce qu'il y a 10 matchs en tout et que du coup, voilà. Du coup, je vais juste parler à chaque fois une fois que le match est terminé. Allez, à tout à l'heure. Donc nous revoilà après le deuxième match qui vient tout juste de se terminer. Un match qui a été très court, honnêtement. Le match a à peine duré, je sais pas, peut-être 4-5 minutes, c'était très très court.
Voilà, vous avez le résultat du match en direct par Doudrop. Donc il n'y a pas eu grand chose d'intéressant, ce qui est un peu dommage parce que bon, je pense qu'aujourd'hui vous connaissez et savez à quel point j'adore Alexa Bliss. Mais du coup, en point un peu intéressant, on a Eva Marie qui, très arrogante, va commencer un peu vers le début du match parce que bon, le match est quand même très court. Va commencer en giflant Lily dans le coin, va aller dans le coin, foutre des baffes à Lily, elle va descendre alors qu'Alexa elle prend sa pose un peu bizarre par terre. Euh, et elle va même gifler Alexa Bliss avec la poupée qui va beaucoup énerver Alexa Bliss. Voilà. On a Doudrop qui refuse de venir en aide à Eva Marie. Elle n'arrête pas de lui dire oui mais vas-y tu fais bien, j'ai confiance en toi, machin et tout. Voilà, alors qu'Eva Marie n'arrête pas de lui dire mais tu viens m'aider, tu es censé m'aider et tout. Voilà. Et ensuite on a Eva Marie quand même qui réussit à esquiver le Twist of Bliss. Sauf que ensuite, alors qu'elle cause avec Doudrop, justement ce que je vous disais juste avant, et ben il y a Alexa Bliss qui lui envoie un vieux kick dans le ventre et puis ensuite elle fait son DDT et puis ensuite 1, 2, 3 et grande victoire du coup de Alexa Bliss. Enfin grande victoire oui et non parce que bon Eva Marie de mémoire et de parce que je regarde pas les shows hebdomadaires mais je regarde toutes les reviews par les youtubeurs, notamment par Sturi ou le Doc, enfin Axel, tout ça. Et du coup, si je me trompe pas, c'est le premier vraiment vrai match d'Eva Marie, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et du coup, une défaite face à Alexa Bliss, ce qui en soi n'est pas étonnant. Donc voilà. Et du coup, pour le truc de Eva Marie, ça reprend un peu des trucs qu'on a déjà vus du coup à Raw, pour ceux qui regardent Raw tous les lundis. C'est que souvent, en fait, c'est Doudrop qui combattait, et quand Doudrop gagnait, du coup, Eva Marie prenait le micro pour dire ouais, voilà, c'est moi, Eva Marie, qui a gagné le match alors qu'elle faisait rien du tout et que c'est Doudrop qui se battait. Et justement, c'est pour ça que ce que vous avez entendu là au début de cette petite partie, où Doudrop prend un micro et dit oui, la perdante est Eva Marie, c'est une manière de se venger, voilà, de toutes les fois où Eva Marie s'est mis les victoires à son effigie alors qu'elle avait rien foutu. Voilà. Donc voilà, c'était plutôt un match voilà sympa, mais sans plus quoi. Surtout pour Alexa Bliss qui est clairement capable de faire 1 milliard de fois mieux. Donc voilà. Donc on va se retrouver tout à l'heure avec le troisième match, dont pour l'instant j'avoue ne pas savoir lequel que c'est, puisqu'on a une petite promo du RK Bro avec l'acteur Mario Lopez. Alors je sais pas s'il a déjà fait autre chose, mais je sais que Mario Lopez je l'ai déjà eu dans la série Ashley Garcia, donc voilà. Voilà. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Salut, on se retrouve pour le débrief. Oh là, j'arrive plus à parler. Le débrief du troisième match entre Damian Priest et Sheamus. Je sais pas pourquoi je parle en anglais d'un coup. Pour le titre des États-Unis, c'était pour ça. Du coup, pas le match le plus fameux. Surtout que je trouve qu'on commence à entrer dans une période où du coup on va avoir de moins en moins de suspense pour la suite. Je vais m'expliquer en fin de vidéo. Enfin pas en fin de vidéo mais en fin de cette petite partie. Donc j'ai mis, on avait un beau salto spécial de Damian Priest sur Sheamus. Vraiment super bien fait. Alors en fait pour la prise on a, alors je vais pas vous la faire, hein. On a en gros Sheamus qui est en dehors du ring. Damian Priest, lui, il est toujours dedans. Il prend de l'élan et en fait, en revenant, il prend appui sur la deuxième corde
Et en fait, il nous fait un salto par Stone Cold pour atterrir sur Sheamus. Vraiment, la prise, elle était magnifique. Voilà, c'était très très beau. Pour l'instant, une des plus belles prises qu'on a vues depuis le début de la soirée. Voilà. Ensuite, j'ai mis coup de pied retourné depuis la troisième corde de Damian Priest sur Sheamus, qui était pas mal. On a également un beau DDT avec de l'élan qui avait été fait, pareil, qui était plutôt cool. Ah, on a là la promo du jeu 2K 2022. Oula, on pourra voir le Roman Reigns Hill. Ouais, Goldberg, on n'a pas forcément envie de jouer avec. Hein. Drew avec son épée. Ouais, on verra ce que ça donne hein, dans quelques mois. Tomorrow c'est demain. Ah, il y a du coup un takeover demain. Bon, de toute façon, je le regarderai pas forcément demain. Mais... Ah, il y a des trucs intéressants quand même. Hein. Quand même, Karrion Cross contre Samoa Joe. Dame Dakota Kai qui va affronter son ancienne garde du corps qui est actuellement la championne de NXT Raquel Gonzalez. Des petits trucs qui peuvent être sympas dans ce takeover. Enfin bref. Ensuite Priest qui esquive le brogue kick et enchaîne un kick sur Sheamus mais qui ne suffit pas. C'était plutôt sympathique même malgré que ça fait quand même beaucoup de kicks dans ce match, enfin de kicks ou de coups de genoux. Ensuite j'ai mis Priest arrache le masque de Sheamus, donc il est dans une soumission, il chope le masque vraiment comme ça, il lui arrache. Ensuite il lui enchaîne plein de coups de poing, il lui fait sur le même coup de pied retourné qu'il a fait depuis la troisième corde mais là du sol. Ensuite il le chope, alors en fait il le prend comme ça, donc vraiment comme si moi j'étais comme ça là, mais il le prend à la tête et en fait il le retourne comme ça pour que ça fasse une sorte de DDT, je sais pas trop comment ça s'appelle cette prise. Et du coup on a Damian Priest qui gagne et qui devient le nouveau champion des États-Unis. Donc voilà. Donc je disais que le problème de ce match c'est qu'on rentrait de plus en plus dans une période où ça va être de moins en moins difficile de s'imaginer la fin des matchs. Parce que ce soir à SummerSlam, plutôt cette nuit, quasiment tous les champions mettent leur ceinture en jeu. Ce qui veut dire que on a les ceintures par équipe de Raw qui ont été mises en jeu et qui ont été gagnées par le RK Bro. Là, actuellement, vu les images qu'il y a, on part pour le titre de SmackDown par équipe. Donc il y a de grandes chances que les Usos gagnent, puisque AJ Styles et Omos ont perdu leur titre. On en reparlera dans peu de temps. Hein. De l'autre côté, on a Damian Priest qui vient de gagner le titre des États-Unis. Par contre, le titre intercontinental, je ne crois pas qu'il est en jeu. Ensuite, on a les deux ceintures par équipe féminine qui sont en jeu ce soir. Alors, les ceintures par équipe, je ne crois pas, mais les ceintures solo, en tout cas, oui. Et on a le titre de Raw et le titre de la WWE. Ouais, on part bien sur le titre par équipe, match par équipe de SmackDown. Comme l'entend Rey Mysterio et son fils. Ce qui veut dire qu'en gros, on a les deux la principale hommes, les deux principales féminines, les deux ceintures par équipe, plus la ceinture des États-Unis, c'est-à-dire que sur 10 matchs, on a quand même 8 championnats qui se jouent. Parce qu'on a eu Alexa Bliss et Eva Marie, donc eux, il n'y a pas de championnat. Et ensuite, apparemment, il y a deux autres matchs sans championnat, je ne sais même pas lesquels que c'est. Je sais même plus lesquels que c'est. Il y a deux matchs du coup, il n'y aura pas de ceinture en jeu. Mais voilà. Mais en gros, dites-vous que sur toute la soirée. Alors après, il y a peut-être un des 10 matchs qui est dans le kick-off, je ne sais pas. On va regarder vite fait un peu ce qu'ils nous disent SummerSlam 2021. De toute façon, maintenant, je peux regarder pendant que je suis en plein match parce que comment dire, on est en direct, donc je suis sûr de ne pas me faire spoiler. Hein.
Qu'est-ce qu'on a? Bianca Belair. Ah oui, Edge Rollins où il n'y a pas de ceinture en jeu et Drew McIntyre Jinder Mahal où il n'y a pas de titre en jeu. Donc c'est ça. On a 8, enfin 7 8 ceintures en jeu. Oui. 7 ceintures en jeu et 3 matchs sans ceinture. Ça veut dire que forcément toutes les ceintures ne vont pas être, on va pas avoir de nouveaux champions, ce qui est totalement logique. Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve, que toutes les ceintures changent de personne maintenant et qu'on n'ait pas plus de suspense aujourd'hui, parce que je pense qu'il y aura peut-être à peu près la moitié des ceintures qui vont changer de champion et une moitié qui vont garder le même champion. C'est-à-dire que si là on a 4 ou 5 ceintures d'affilée qui changent de champion, bah, c'est quasiment sûr que les 2-3 derniers, bah, il n'y aura pas de changement de titre. Donc voilà, je trouve un peu dommage du coup que pour l'instant on n'ait que des changements de titre pour l'instant. Donc après on va voir comment se passe la soirée. Mais en tout cas, pour ce match-là, moi je prédis en tout cas que les Usos gardent leur ceinture. Même si ça me dérangerait pas que Ray et Dominique gagnent les titres, mais bon, voilà, parce que bon, ils ont perdu les titres dans un kick-off, alors ce serait bien quand même qu'ils aient le droit à un peu plus de reconnaissance, hein, parce que bon, c'était vraiment pas terrible de faire perdre les Mysterio dans le kick-off. Hein. Bon allez, le match va bientôt commencer, je vous dis à tout à l'heure. Eh oui, me revoilà pour le petit résumé du quatrième match donc qui opposait Ray et Dominic Mysterio contre Jay et Jimmy Uso pour le titre par équipe de SmackDown. Donc déjà, il y a un petit truc que je trouve cool, c'est qu'on a un père et un fils contre deux frères. Donc, franchement, j'aime bien ça. Euh, alors, j'ai noté que un truc un peu sympa, on a Ray qui fait sa fameuse glissade sur les deux Usos. Effectivement, ça va les foutre en dehors du ring, les deux sont allongés en dehors. Et il y a Ray qui en fait il se prend dans les cordes, il glisse et là, ensuite il atterrit dehors sur ses adversaires. C'est assez marrant à se voir à chaque fois. Et ensuite il y a Dominique qui saute dans le coin et puis qui arrive à. Enfin il saute comme ça et puis il arrive à quand même repartir comme ça pour faire atterrir sur Jay et Jimmy. C'était assez impressionnant. J'ai un super DDT de Rey Mysterio à un moment. Il part pour faire une prise sur, je sais plus si c'est Jay ou Jimmy, sauf que le gars il arrive à le choper sur son épaule en mode bah, quand tu tiens un gars pour faire un power slam, sauf que je ne sais pas comment Rey Mysterio se redégage du truc pour faire un super DDT, enfin c'était super cool comme move. Alors ensuite j'ai mis Rey qui résiste à un kick et au splash de Jay Uso. Voilà. Même si je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais quasiment sûr que le match était fini et que les Usos allaient gagner. Je le voyais déjà vous dire, regardez, je vous avais dit que les Usos allaient gagner. Parce que j'avoue que se prendre un kick plus un splash est censé être le coup spécial et le finisher des Usos. Donc je me suis dit, bizarre qu'ils perdent. Bon, ensuite on a Rey Mysterio qui réussit à placer le 619 forcément. Sauf que son splash est contré. Il atterrit sur les genoux de Jay ou Jimmy, je ne sais plus, je crois que c'est Jimmy. Ensuite, il prend un double kick, un splash, et du coup, victoire des Usos. Donc au final, on arrive au même résultat. La victoire de Jay et Jimmy Uso. Voilà, pas étonné parce que c'est ce que je vous avais dit, c'est ce que je vous avais dit. Les champions de Raw ont perdu leur titre, donc c'était assez logique que les champions de SmackDown conservent leur titre. Donc là-dessus, ben voilà, pas trop surpris. Voilà, un peu pas déçu parce que le match était vraiment sympa et tout. C'est le premier match que je voyais de Dominique, voilà, qui était plutôt pas mal. Mais j'avoue que d'un côté, ben c'est pas une vraie déception, mais en attendant, bah, je m'attendais à ce résultat-là au vu de ce qui s'était passé pour les deux titres précédents. Donc voilà, après je suis content pour les Usos parce que ça garde le clan Reigns Uso très fort. Et en même temps, bon bah c'est j'aurais bien aimé voir les Mysterio gagner quoi, parce que Rey Mysterio
C'est la catcheur que je regardais quand j'étais ado, quoi. Bon, c'était pas mon préféré, mais je l'aimais bien. Aujourd'hui aussi, je l'aime toujours bien. Donc voilà un peu pour ce résumé. Et oui, je voulais juste terminer sur le fait qu'il y a une scène qui est complètement ratée, c'est le double kick des Usos. Parce qu'au lieu de filmer de dos, par exemple, Rey Mysterio se prend les doubles kicks et du coup on aurait juste eu l'impression que les kicks tapent dans sa tête. Là on a eu la version de face. Et en fait c'est comme là, comme si je tape mes mains, en fait c'est ce que les pieds ont fait des mecs. Bon on se doute bien qu'ils allaient pas dégommer la tête de Rey Mysterio et tout. Mais le truc c'est que la façon que c'est cadré, bah, c'est très mal cadré parce qu'on voit les deux pieds qui se tapent dedans. Et puis bah du coup Rey Mysterio qui tombe en arrière comme si bah, ils vont la prise quoi. Donc c'est vrai que tous les gens qui sont en hauteur ou qui sont en arrière et tout, ils ont dû voir voilà comme s'ils se prenaient vraiment le coup. Et pour ceux qui sont de près et de face, bah tu le vois que bah les pieds se sont tapés dedans et non sur la tête de qu'est-ce qu'il fait là lui? De bah Rey Mysterio quoi. Donc voilà. Du coup, on va arrêter cette petite partie ici, parce que voilà, pas plus de choses à dire, à part que je ne comprends pas ce que Nakamura fait, parce que, bah, à ma connaissance, il n'a pas de match ce soir, donc, bon, voilà. Donc, on va regarder ça, et puis, bah, on fera le petit résumé du 5e match tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Salut les Anacalypsiens. Enfin, je vous dis salut, ça fait déjà plusieurs fois qu'on est sur cette vidéo. Alors le match, 5e match, à la base Sasha Banks contre Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown. Au final on a Carmella qui rentre sur le ring à la place de Sasha Banks. Je crois qu'on a tous été très déçus de ce qui a pu se passer. Même Bianca Belair sur sa tête, elle était en mode putain, pourquoi elle est nulle. Moi je voulais affronter Sasha Banks et tout. Et du coup, au moment où le match s'apprête à commencer, on a la musique de Becky Lynch qui s'annonce. Donc d'un côté, un retour plutôt cool sur le coup. Voilà, on va quand même y revenir dessus, mais sur le coup, c'est un retour plutôt cool parce que Becky Lynch était tombée enceinte de Seth Rollins. Voilà, pour ceux qui savent pas, Seth Rollins est le mari de Becky Lynch. Et ils ont eu un enfant récemment ensemble. Donc voilà, on a la jeune maman qui fait son retour. Et du coup, on a Becky Lynch qui va démonter Carmella et qui du moins va demander à prendre sa place dans le match. Et Bianca Belair va dire oui, j'accepte que tu prennes sa place dans le match. Alors déjà, on se retrouve avec Carmella qui remplace Sasha Banks, avec Becky Lynch ensuite qui remplace Carmella, qui remplace Sasha Banks. C'est un bordel sans nom ce truc. Et au final, on a juste un squash terrible puisque Becky Lynch va juste faire une prise à Bianca Belair et gagner le titre de SmackDown. Et du coup, je ne suis pas content du tout. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que on est d'accord, Becky Lynch, c'est pas comme du Goldberg et tout ça, c'est quand même une catcheuse qui est là de manière permanente, quoi, qui fait son travail comme il faut, qui va catcher toutes les semaines à SmackDown et tout. Alors honnêtement, moi je pensais qu'elle allait revenir sur l'autre match féminin, donc le triple straight match entre Charlotte, Rhea et Nikki. Parce que comme la WWE nous a gonflé pendant des années avec la rivalité Charlotte Flair Becky Lynch, je pensais qu'ils allaient encore nous refoutre ça sur le dos et ça aurait été insupportable. Quoique, faisons attention, la draft arrive bientôt, ils seraient capables de nous drafter Charlotte Flair à SmackDown si elle gagne pas le titre et du coup de retrouver du Charlotte Becky Lynch à SmackDown dans 1 ou 2 mois. Donc je vais pas partir trop vite, mais en tout cas je m'attendais réellement à ça. Et déjà, bon, d'un côté ça on l'a pas, ce qui est déjà bon parce que voilà, Becky Lynch ou Charlotte Flair, ça fait du bien de les voir dans des rivalités différentes que l'une contre l'autre. Parce que même si c'est les deux plus grosses têtes d'affiche,
même s'il y a d'autres stars qui ont maintenu la fédération durant leur absence, comme Alexa Bliss ou pas Bianca Belair. Bianca Belair, oui, mais également Sasha Banks ou Bayley, voilà, qui sont d'excellentes catcheuses. Et voilà. Et le truc, c'est que bon, Becky Lynch et Charlotte restent quand même deux stars plus connues que les 3-4 autres que j'ai cités. Donc voilà. Et du coup, ils ont l'habitude de les faire affronter et tout. Ce qui, moi, j'aime pas trop de voir trop souvent les mêmes catcheurs s'affronter. Je trouve ça un peu chiant. Voilà, déjà là, le Sasha Banks, Bianca Belair, c'est un des matchs qui m'intéressait le moins parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres pay-per-view. Voilà, même si c'est deux excellentes catcheuses. Voilà. Mais malgré tout ça, pour moi, je trouve que c'est nul de faire gagner quelqu'un qui vient tout juste de revenir. Même si c'est Becky Lynch, même si c'est Charlotte Flair, tu ne peux pas faire gagner le titre à quelqu'un qui vient de revenir, même si c'est la personne la plus connue au monde. C'est pas possible de faire ça. La fille, elle n'a combattu personne, ce qui veut dire qu'elle n'a pas mérité en soi ce combat. Même si c'est Becky Lynch, elle n'a pas mérité cet affrontement. Ok, on a une médaillée olympique qui arrive. Ok, le truc qui n'a aucun rapport avec le catch, mais bon. Ah oui, non, ok, c'est médaille d'or de lutte, mais bon, ça n'empêche, ça n'a quand même rien à faire là. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est un truc qui me dérange de faire gagner des gens qui viennent tout juste d'arriver, parce que normalement, pour être champion, tu dois combattre d'autres catcheurs et catcheuses qui veulent devenir champion. Tu dois avoir un match d'aspirant au titre numéro 1. Et une fois que tu es aspirant au titre numéro 1, tu es censé, du coup, affronter le ou la championne. Et là, le problème, c'est que Becky Lynch, du coup, fait son retour surprise, mais du coup, n'a pas eu tout ce parcours, par exemple, qu'a pu avoir Carmella, parce que même si Carmella n'était pas l'aspirante numéro 1 comme Sasha Banks, c'est quand même une fille qui s'est battue pour être à cette place-là, à vouloir venir faire ce match. Voilà, même si je suis pas un grand fan de Carmella. Voilà. Et du coup, Becky Lynch, ça me dérange énormément qu'elle ait ce titre, alors qu'elle n'a rien fait pour ce titre. Alors beaucoup vont peut-être dire oui, mais c'est quand même Becky Lynch, elle a gagné plein de titres, elle a fait beaucoup de choses pour la fédération. Oui, oui, c'est vrai, elle a fait beaucoup de choses pour la fédération, mais pour ce titre-là, elle n'a rien fait. Elle est arrivée, elle a eu un match comme ça, direct. C'est comme le Royal Rumble qu'elle a gagné. Elle aurait jamais dû le gagner. Elle s'incruste dans le match, en fin de match, hop, elle gagne le Rumble. Pour moi, c'est une mauvaise victoire de Rumble. Et ça, je trouve ça très dommage parce que j'adore Becky Lynch. Pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que personne ne le sait, parce que je l'ai encore jamais dit, parce que j'ai pas fait de vidéo à cette époque-là, mais si j'ai repris le catch, du coup ça devait être courant 2020, enfin soit été 2019. Ouais, ça doit être ça, vers été 2019, donc ouais, mi-2019, début 2020, dans ces eaux-là, que j'ai repris le catch, et c'est notamment grâce à Becky Lynch qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé génial. Donc voilà, c'est une catcheuse que j'aime énormément, mais ce traitement, je le trouve horrible. Parce que du coup, elle a une ceinture, tout comme Charlotte Flair quand elle est revenue, ils ont des ceintures quasiment aussitôt, sans rien faire, juste parce que c'est des plus gros dons de la fédération. Et ça, je trouve ça un peu nul, quoi. Sacha Banks, quand elle est rentrée, on lui a pas donné la ceinture directe. Quand Bayley va revenir, on va pas lui donner la ceinture directe. Donc je trouve ça un peu décevant que certains cacheurs ou quelque chose doivent se battre pour devenir champion et que d'autres, on leur donne la ceinture comme ça juste parce qu'ils sont connus. Donc voilà, pour ce match, ultra déçu, même si je suis très très content que Becky Lynch soit revenue parce que bon, on s'y attendait un peu qu'un gros nom allait revenir à SummerSlam. De toute façon, tout le monde en parlait du retour de Becky Lynch parce que ça fait des mois qu'on sait qu'elle est en salle en train de se remettre en forme et tout.
À côté de ça, bon, moi je la voyais plus revenir dans l'autre titre féminin, comme je disais. Mais de toute façon, quasiment tous les youtubeurs le disaient que c'était le moment où Becky Lynch allait revenir, c'était le bon moment, comme c'est le plus grand show de l'été au niveau de la WWE. Voilà, c'était assez logique. Donc d'un côté, très très content de revoir Becky Lynch, et en même temps très très déçu que la fédération lui fasse gagner une ceinture comme ça sans qu'elle ait à se battre pour la gagner, et de faire un squash sur Bianca Belair qui vient de NXT, qui s'est battue pour devenir championne, pour gagner le Royal Rumble, qui voilà a dû travailler dur pour monter en flèche, avoir ce titre, défendre ce titre contre des grosses catcheuses comme Sacha ou Bailey et tout, et là la perdre en prenant une prise, c'est vraiment très très décevant ce match. Voilà, après, bon, il y en a qui vont sûrement être juste contents parce que c'est Becky Lynch, mais voilà, même si je suis content de la voir, cette façon de faire me plaît pas. Donc voilà. Donc là, on a bientôt le match suivant qui va commencer, donc je vous retrouve tout à l'heure pour donner un peu le résultat de Jinder Mahal face à Drew McIntyre, un match qui ne m'enchante absolument pas puisque c'est deux catcheurs dont je ne suis pas très fan. Mais bon, il n'y a pas le choix de passer par là pour faire la review entière du show. Voilà. Bon, voilà, on se retrouve déjà. Pour vous, en vrai, ça fait à peine une seconde le temps que j'ai fini de dire la phrase précédente. Mais match vraiment il a duré peut-être 2-3 minutes plus longtemps que celui entre Becky et Bianca, mais il est je pense qu'il fait partie des pires matchs de la soirée. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait dire qu'il a super kiffé ce match. Vraiment, il est très ennuyeux. Il se passe pas grand chose. À mon avis, il doit durer 4-5 minutes. Mais vraiment, il se passe rien d'intéressant, quoi. Moji Normal domine un peu le début du match. Drew McIntyre revient. Hop, il envoie le DDT. Claymore Kick et hop, victoire. Bah voilà quoi. Dans la stipulation, Vir et Shanky avaient pas le droit d'accompagner. N'avait pas le droit d'accompagner Jinder Mahal jusqu'au ring. Et du coup, ben, sans aide, voilà, il s'est fait démonter en 4-5 minutes quoi. Voilà. Et bah il y a rien de plus à dire quoi. À la fin, Shanky et Vir viennent de récupérer Jinder Mahal. Bon bah il y a Drew qui les menace avec son épée. Alors ça me fait marrer parce que il fait semblant de les attaquer parce que les mecs ils sont, enfin il y a les trois cordes, ils sont entre la deuxième et la troisième corde. Il met un coup d'épée au-dessus de la troisième corde puis regarde il fait hey, c'était pas loin, c'était pas loin. Non mais essayez au moins d'être crédible. Enfin dans le scénario, essayez d'être crédible quand vous faites des trucs comme ça quoi. Euh, tu fais exprès de taper au-dessus, enfin de faire un coup d'épée au-dessus de la troisième corde avec les mecs qui sont entre la deuxième et troisième ou première et deuxième. Enfin voilà, après bon je me doute bien qu'ils vont pas mettre les gens en danger avec une épée et tout parce que bon elle est quand même vraie cette épée, hein, même si je doute qu'elle soit coupante, mais bon elle peut quand même faire très très mal à celui qui se prend un coup. Mais bon le scénario est pas terrible, le match est pas terrible, voilà c'est quand même triste de dire que Drew McIntyre était champion de WWE il y a quelques mois, voilà, et que ben aujourd'hui il est bah, ça se résume à un match de 5 minutes à SummerSlam, quoi. C'est un peu triste pour lui. Donc voilà, bon là on va partir dans le triple straight match entre Rhea Ripley, Nikki Ash et Charlotte Flair. Donc voyons voir si si certaines choses se confirment, puisque une équipe a conservé, l'autre équipe a perdu. Sachant que là, Bianca Belair a perdu son titre, donc on va voir est-ce que Nikki va conserver son titre. C'est assez marrant, c'est que beaucoup de youtubeurs pensent que Nikki va conserver son titre, donc voyons voir, on va voir si c'est vrai. Voilà. Peut-être un retour surprise également, je ne sais pas. Euh, Ça pourrait être assez marrant que Ronda Rousey revienne. Euh, voilà, sachant que de toute façon il y avait que 2 matchs féminins cette semaine et on va partir sur le deuxième quoi.
Et en plus là il nous reste que à peu près les gros matchs on va dire. Là le 7ème match, du coup on a le triple threat match féminin, donc là il y a quand même des gros noms, même si c'est pas le match qui m'intéresse le plus. Bon, après on a encore du Goldberg contre Bobby Lashley, ça reste un gros match même si bon Goldberg j'ai pas très envie de regarder son match et qu'on sait que ça va durer à peine 2-3 minutes son match. Voilà parce qu'il tient clairement plus la cadence sur le ring quoi, donc le mec il sert à rien mais on fout dans un match de championnat sans aucune raison. Enfin par le truc avec son fils mais bon bref. Bon après on a quand même Edge contre Rollins qui là il y a un gros match et puis bah Roman Reigns John Cena donc là il reste vraiment que des gros trucs. Donc voilà on a l'entrée de Nikki H donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour la review de ce petit match. Bon on va parler du coup de ce 7ème match. D'habitude sur les autres pay-per-view à ce moment-là c'est déjà fini, le 6ème en général c'est le dernier, mais SummerSlam ou WrestleMania sont des cas un peu exceptionnels où il y a plus de matchs. Et du coup on a eu un beau match, même si la fin je la trouve bien et pas bien en même temps, mais on va revenir dessus. D'abord on peut noter que le match commence avec Charlotte qui pousse Nikki au sol et lui demande de dégager pour combattre Rhea. C'est le genre de scénario qui peut pousser du coup la personne, comme là Nikki notamment, à gagner le match à la fin, comme le voulaient le pensaient les youtubeurs. Ensuite j'ai noté que Rhea contre un moonsault de Charlotte, qui était plutôt pas mal. On a un Nikki qui fait un crossbody de la 3ème corde à l'extérieur du ring sur les deux autres filles. Donc le crossbody c'est quand tu as une personne par exemple qui est debout comme ça et que ton corps arrive vraiment forme une croix hein, puis tu arrives comme ça avec la... Et du coup elle le fait ça. On a Charlotte qui fait un saut assez similaire mais avec une vrille sur les deux filles un peu plus tard à l'extérieur du ring également qui est très jolie à voir. Voilà, c'est limite même plus impressionnant que la vrille de Damien Priest. Voilà, ensuite on a Nikki qui va faire un splash sur les deux autres catcheuses pendant que Charlotte faisait le figure 4 leg à Rhea Ripley, en sachant que Rhea Ripley venait tout juste d'enchaîner ces deux finishers, enfin pas ses finishers mais ces deux prises de soumission, d'abord à Nikki puis à Charlotte. Et au final, Charlotte, un peu plus tard, va faire le figure 4 lock là oh non, pas Cardi B. À Nikki Cross, et du coup, Nikki Cross va abandonner le match. Alors, d'un côté, comme je disais, je suis pas forcément très satisfait de cette fin de match. Parce que d'un côté, on a Nikki Cross qui perd déjà son titre après moins d'un mois de règne, ce qui est un peu dommage parce que bon, Nikki Cross est une catcheuse qui est là depuis quand même un sacré bout de temps, qui méritait d'être mise un petit peu en avant. Donc voilà, c'est un peu dommage ce résultat pour elle. À côté de ça, Rhea Ripley également, c'est une fille qui vient de NXT, qui a eu sa ceinture. Bon, le règne n'était pas terrible, mais elle nous a fait des beaux matchs, elle était vraiment très forte et tout. Donc vraiment, un peu déçu pour Rhea Ripley également. Voilà, d'un côté, très content pour Charlotte, qu'elle soit à nouveau championne, mais je me dis, c'est dommage que la fédération ne mette pas en avant les jeunes catcheuses, ou plutôt les catcheuses qui n'ont pas l'habitude de toucher au titre. Charlotte Flair, ça fait je sais pas combien de fois qu'elle est championne. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ce serait bien qu'ils mettent en avant un peu les nouvelles catcheuses ou celles de NXT plutôt que toujours donner des titres aux mêmes personnes. Parce que je trouve ça vraiment dommage que ce soit tout le temps les mêmes personnes qui aient les titres. Parce que souvent c'est les mêmes rivalités qui reviennent, je suis quasiment sûr, un Raw ou lundi,
que on va avoir Rhea Ripley qui va s'en prendre à Charlotte et puis on va recontinuer avec cette rivalité qui voilà, moi j'ai du mal quand la rivalité dure trop longtemps entre deux catcheurs ou catcheuses où les matchs sont pas extraordinaires et tout, donc voilà. Donc là, bon, voilà, j'avoue que là-dessus, je suis un peu déçu qu'elle ait gagné. Après, le point où je suis content qu'elle gagne, c'est parce que d'un côté, bah, j'aime bien Charlotte Flair, donc je suis content qu'elle gagne. Mais surtout, le fait qu'elle gagne, ça veut dire qu'elle ne sera pas draftée à SmackDown. C'est-à-dire que si un jour on doit retrouver du Becky Lynch Charlotte Flair, ce ne sera pas tout de suite, ce sera sûrement dans 1 an, 2 ans. Voilà, donc je suis plutôt satisfait parce que du coup sa victoire l'oblige à rester à Raw alors que la victoire de Becky Lynch l'oblige à rester à SmackDown et ce qui fait que à part à Survivor Series on ne reverra pas de match Charlotte Flair Becky Lynch de sitôt et ça j'en suis plutôt satisfait. Euh, Après un truc où je suis satisfait et pas satisfait en même temps également c'est que d'un côté ma prédiction était plutôt bonne d'une certaine manière sur la review de Money in the Bank, c'est que je vous avais dit que comment dire, vous avez dit que ni Charlotte Flair ou Rhea Ripley allait gagner et que Nikki H allait juste être là pour prendre le pin et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que Nikki a juste servi à perdre sur la prise de soumission, voilà. Voilà, bon, moi j'aurais préféré voilà, que ce soit autrement que les choses se passent, mais voilà, Nikki malheureusement était juste là pour bah, prendre le pin ou la soumission, notamment comme là, et du coup être la grande perdante alors que bah, Charlotte et Rhea restent fortes. Voilà, c'est un peu dommage pour Nikki, mais bon, c'était ultra attendu. Enfin, moi je m'attendais vraiment à ce que les choses se passent comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser là et regarder le match suivant qui en plus est Edge contre Seth Rollins. Donc bon, ça promet un bon petit match. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, on va parler de ce 8e match entre Seth Rollins et Edge, le dernier match sans intérêt particulier entre guillemets à part la rivalité, mais je veux dire les 2 derniers matchs, il y a un titre en jeu que là, il n'y a pas forcément d'enjeu. Voilà, donc entre Seth Rollins et Edge, ce match. Du coup, on a Rollins qui s'amuse un moment vers le début à cogner la tête de Edge, enfin le crâne de Edge sur le poteau du coin de ring et puis sur les escaliers. Et c'est vrai que Edge, pas Edge, mais Seth Rollins va beaucoup jouer sur la nuque de Edge, puisqu'on sait quand même que Edge a été absent pendant presque 10 ans des rings à cause d'une grave blessure à la nuque. Donc voilà. On a Rollins qui réussit un beau splash sur Edge, mais ça n'est pas suffisant malheureusement pour lui. Edge réussit un neckbreaker sur Rollins depuis la 3e corde. Vraiment, c'est très impressionnant parce que c'est le genre de prise où quand tu retombes, il faut de la place. Et là, ils ont quand même réussi à bien gérer la prise, donc vraiment, c'était pas mal. Alors, pourquoi ils nous font de la pub pour Money in the Bank alors que c'était le mois dernier? Le mois prochain. Ah oui, non, le mois dernier. Attends, ah non, c'est dans 1 an, 2022. Je comprends rien, leur pub. Ils nous font déjà de la pub pour le Money in the Bank dans 1 an, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses à prévoir entre deux. Un peu plus tard, on a un Execution qui est placé, mais pas suffisant. Rollins qui réussit une suplex depuis la 3e corde et à peine atterri au sol, il réenchaîne avec une sorte d'autre suplex, mais ce n'est pas suffisant. Edge réussit une spear à travers les cordes sur Rollins. Rollins qui contre le spear avec un pedigree, ça très beau contre. Voilà, dans le même genre que le RKO, des fois qui peut contrer certaines prises, c'est très beau à voir. Et au final, après 2 prises de soumission un peu différentes,
Euh, 51 000 personnes dans le stade, c'est pas mal. Rollins finit par abandonner le match, qui fait une victoire pour Edge. Voilà, donc c'est un match, j'avoue au début qui était un peu long, je m'ennuyais un peu. Et au final après c'est devenu plus intéressant sur la moitié, trois quarts du match, voilà, ça commence à avoir un peu de suspense et tout. Là ça commence un peu plus m'intéresser. Mais après je pense que l'heure joue beaucoup aussi, hein. Là il va être 5 heures du mat. D'habitude à ce temps-là, ça fait déjà 3-4 heures que je suis en train de dormir, donc alors qu'il y a la fatigue aussi qui joue beaucoup là sur ma vision des matchs. Ah, attends, on a des petites infos sur le kick-off. J'avoue que le kick-off, je le regarde jamais, donc bon. Apparemment, on a The Miz et Morrison qui sont venus faire un peu les idiots. Avec un camion rempli de bouteilles d'eau. Ok, bon, ok, bon, ils sont dans le ring. Bon, si c'est intéressant, j'en parlerai après. Pendant la review du match Bobby et Goldberg. Ce match m'intéresse tellement pas que j'en ai oublié son nom à lui. Donc voilà pour le match Edge Rollins, un match plutôt intéressant, sûrement à revoir bien éveillé, parce que j'avoue que là les derniers matchs vont être un peu difficiles à regarder. Bon, à part Goldberg, Bobby, on sait que ça va être très rapide, mais bon, le dernier va être un petit peu long à digérer. Mais voilà, en tout cas ce match était plutôt sympa, voilà, il se regarde. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour l'avant-dernier match de la soirée. Salut. Bon, du coup on se retrouve pour l'avant-dernier match, enfin le résultat de l'avant-dernier match, qui est entre Goldberg et Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Du coup, le match au début il commence de manière très négative dans le sens où ça fait peur parce qu'on a Lashley pas Lashley mais Goldberg qui enchaîne des coups très puissants sur Lashley et tout, donc qui peut faire penser à un squash de Goldberg comme il en a déjà fait ces dernières années pour gagner des ceintures. Voilà, mais heureusement MVP sauve Lashley d'un spear sur le ring, même si Goldberg a quand même porté un spear en dehors du ring. Un moment, on a MVP qui va frapper Goldberg derrière le genou avec sa canne. Voilà. Ensuite, Lashley va envoyer un choc slam, mais va pas arriver à placer sa prise de soumission. Voilà. Et au bout d'un moment, l'arbitre va arrêter le match à cause du mal de genou de Goldberg. Sauf que Lashley va s'acharner dessus avec une chaise, à coups de pied. Il y a le fils de Goldberg qui va intervenir pour essayer d'aider son père, sauf que Lashley va lui porter une soumission. Et c'est MVP qui va calmer Lashley, lui dire de le lâcher pour dire oh c'est pas. C'est qu'un civil quoi, c'est Goldberg qu'il faut démonter et pas son fils quoi. Et du coup, voilà, ça sonne un peu comme ça. MVP prend le micro pour s'excuser, disant voilà, on voulait pas s'attaquer au fils, machin, et bon, voilà. Alors, d'un côté, le match est bien et pas bien. D'un côté, il est pas bien parce que c'est pas un super beau match, faut se l'avouer. Voilà, il y a l'intervention de MVP. En plus, c'est Goldberg qui n'a plus vraiment le cardio et le talent qu'il y avait quand il catchait dans les années 90-2000. Voilà, hein, on peut pas nier que voilà, il n'a plus le même talent entre il y a 20-30 ans et aujourd'hui quoi, hein, c'est voilà, c'est réaliste hein, voilà, c'est plus le même Goldberg quoi, il a pris de l'âge quand même. Mais en même temps,
Il y a un an, je crois, à WrestleMania, il y a un an, il avait affronté Braun Strowman et le match, c'était nul. C'était nul. Pourtant, j'adore Braun Strowman, mais le match était nul. Vraiment, le mec, dans le match, il a porté un spear, deux spears, trois spears. Ensuite, Braun Strowman, un running power slam, deux running power slam, trois. Le match, il n'y avait que des finishers dans le match tellement les deux étaient pas tellement les deux étaient pas au même niveau quoi. Et voilà quoi, et c'était nul, c'était chiant. Quand tu dis tu regardes un match, t'as que des finishers, rien d'autre quoi. Alors que là, eh ben, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On a Goldberg quand même qui tente des choses, on a des combats un peu dans le coin, des confrontations de puissance. Euh, Vraiment, on a pas mal de petits trucs qui font comme si on était vraiment dans un vrai match de catch. Et vraiment, ça m'a fait plaisir que Goldberg mette en avant comme ça Bobby Lashley. Donc, alors, je sais pas si c'est parce que il s'entend bien avec Bobby Lashley et qu'il a fait ce qu'il a fait avec Braun Strowman parce qu'il a pas confiance en Strowman parce que c'est un petit nouveau comparé à Lashley quoi. Lashley, il y a 20 ans, il catchait déjà. Donc voilà, je sais pas si c'est pour ça ou pour une autre raison. Mais en tout cas, enfin pas Bobby Lashley, mais Goldberg s'est donné un peu plus à fond hier soir, enfin plus hier soir, cette nuit, plus que face à d'autres matchs qu'on a pu voir, notamment face à Bray Wyatt ou face à Braun Strowman. Donc ça fait quand même un peu plaisir, et surtout qu'il n'ait pas gagné le titre, ça fait plaisir. Après, à voir comment les choses vont tourner, parce que j'ai vu les dernières vidéos de Dr. Wrestling, et il racontait que dans le contrat de Goldberg, il avait un contrat de 2 matchs. Donc là, il vient d'en faire un. Je sais pas s'il a déjà fait un match depuis son retour, ou du coup il aura un deuxième match. Voilà, mais je pense que ce sera plus un match de vengeance pour ce qui a été fait à son fils, plus que pour le titre. Puisque si c'est son deuxième match sur les deux, ils vont pas lui faire gagner un titre s'il n'a pas d'autres matchs de prévus après. Donc je pense que ce sera plus un match de revanche. Donc bon, on en saura plus lundi et puis les autres lundis qui suivent. Voilà. Donc ce match plutôt cool. Voilà, même si bon, on s'attendait pas non plus à quelque chose d'extraordinaire vu que Goldberg était dans le match. Voilà, sans vouloir être trop méchant avec lui. Donc voilà, donc maintenant on va regarder le main event Roman Reigns face à John Cena et ben je vous en parle dès qu'il sera terminé. Bon les amis, je vais vous parler du dernier match avant d'aller me coucher parce qu'il est déjà 6h du mat. Et là je crois que ça se sent que je suis crevé, là j'étais à 2 doigts de m'endormir avec la petite pro, enfin il n'y a pas eu de promo à la fin mais bon je vais vous expliquer, ceux qui connaissent bien le catch vous connaissez sûrement la musique. Mais du coup le match en lui-même il est pas, on va dire, soit j'étais vraiment très fatigué parce que le match a commencé, il était au moins 5h30, soit le match est pas aussi ouf que ce qu'on attendait. Voilà, je sais pas trop vraiment quoi dire de ce match parce que j'avoue que la fatigue joue quand même énormément euh, dans, dans certains pay-per-view. C'est vrai que la fatigue joue pas mal. C'est vrai que dès qu'on a beaucoup de fatigue, tout paraît plus long, plus lent et tout que ça ne l'est réellement. Voilà, ça se trouve demain je vais regarder combien de temps durait le match. Ça se trouve le match, ouais, il m'a paru durer une éternité et ça se trouve il a duré que 20 minutes. Enfin voilà. Mais c'est vrai que le début était quand même assez mou et tout. John Cena s'est fait pas mal dominer au début, c'était compliqué. Après, il a réussi à reprendre le début, à être un peu plus modéré dans le match. Ce qui était pas mal, et je crois que j'ai dû m'assoupir quand même quelques minutes parce que j'arrive même pas à me souvenir comment on en est arrivé au spear final. Voilà, il y a un moment que je n'ai pas en tête. Du coup, j'ai dû m'assoupir un petit moment.
Voilà. Du coup, John Cena a tenté tout ce qu'il pouvait, plusieurs attitudes adjustments, dont un enfin même pas sûr, mais à travers la table des commentateurs. Voilà, il a tenté sa prise de finition qui n'a pas suffi. Le You Can't See Me là, ouais c'est ça, You Can't See Me là, quand il est au sol avec la descente du point, non plus, ça n'a pas marché. Voilà, Reigns attendait pas mal de trucs quand même, au moins 2 Superman Punch, un Spear qui est le Spear qui a mené à la victoire. Donc voilà, en plus une victoire clean sur John Cena, je trouve que c'est pas mal pour apporter beaucoup de crédibilité à Roman Reigns, mais ça fait longtemps qu'il en a. Avoir une victoire clean comme un mec comme John Cena, ça en apporte encore plus. Donc voilà. Bon, John Cena, on savait qu'il. Enfin, pas John Cena, mais Reigns, on savait qu'il allait gagner. Comme je vous l'avais dit, et le résultat s'est montré là, on a eu 7 ceintures qui ont été mises en jeu. Il y a quasiment la moitié qui a été conservée et l'autre moitié qui a été perdue. Et c'est vrai que quand on regarde, les 2 titres féminins ont changé de main. Le titre par équipe a changé de main, le titre des États-Unis a changé de main, et quand on regarde, les 2 titres principaux n'ont pas changé de main, ainsi que le titre de SmackDown. Donc, ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, ça avéré vrai, c'est que une moitié a été conservée et l'autre moitié non. Et ce qui est un peu dommage, c'est que quasiment toutes les ceintures qui ont été perdues par les champions, précédents champions, se trouvent plus en début et milieu de show que vers la fin de show. Quand on regarde, Omos et J-Styles perdent leur ceinture, c'est le premier match. Ensuite on a Sheamus qui perd sa ceinture, c'est le 3e match sur 10. Ensuite, bon, Nikki Ash et qui perd sa ceinture contre Charlotte et Nikki, c'est vers le milieu 3/4. Becky Lynch qui gagne la ceinture, c'est vers le milieu. Voilà, parce que je crois que Rhea Ripley et tout, c'est le 7e match sur 10, donc on est quand même à peu près aux 3/4. Voilà. Mais du coup, dès que Charlotte a gagné la ceinture, je me suis dit bon bah c'est bon, les 2 matchs suivants, je sais qu'ils vont gagner, je sais pas comment, mais je suis quasiment sûr qu'ils vont gagner. Donc c'est un petit peu dommage que niveau suspense, on n'en ait pas plus que ça. Voilà. Sinon, en soi, dans la globalité, on a eu des bons matchs, des mauvais matchs. Voilà, c'était un pay-per-view de la WWE, quoi, on va dire. Après, sur le match avec John Cena, on peut quand même noter des trucs un peu intéressants sur John Cena qui fait beaucoup de roll-up, qui tente beaucoup de roll-up parce que à SmackDown, j'ai vu ça dans les trucs de Story, dans sa dernière vidéo, que John Cena, pour s'amuser, avait fait un roll-up à Reigns et où les publics avaient eu le temps de compter à plus de 3 secondes. Donc là, il jouait un peu avec là-dessus, même Reigns, il joue beaucoup avec le public et c'est ça qui était un peu long. C'est que d'un côté, pour le public, ça devait être génial d'avoir les catcheurs qui jouent beaucoup avec toi. En même temps, nous, devant notre écran, c'est cool de voir ça, mais en même temps, à l'heure qu'il est, c'est assez, assez fatigant, quoi. Mais voilà, ça continue en fait l'histoire de ce qui continue à se passer semaine après semaine, et ça c'est assez cool. Voilà. Et en plus, faut pas oublier qu'il y avait une stipulation de rajouter par Roman Reigns lui-même, c'est que s'il ne repartait pas avec le titre, il décidait qu'il quitterait la WWE. Donc voilà, donc c'est pour ça, je pense également qu'il a gagné. Et en même temps, ça donnait un petit enjeu avec tout ce qui s'est passé. Et ensuite, pour ceux qui n'auraient pas reconnu la chanson, enfin la musique à la fin, c'est le thème d'entrée de Brock Lesnar. Voilà, Brock Lesnar, après Goldberg, après John Cena, après Edge, et ben c'est à son tour de faire son comeback pour un titre principal. Voilà, Goldberg qui revient, qui a une chance pour le titre principal de, 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 de la WWE. Edge, quand il est revenu, il a eu plus ou moins des chances pour le titre universel, parce qu'il les a pas eu tout de suite. John Cena qui a eu très rapidement une chance pour le titre universel. Brock Lesnar qui aura sûrement une chance assez rapide pour le titre universel. Donc bon, Finn Balor,
On sait pas trop où est-ce que ça va aller pour lui. Normalement, c'était lui qui était censé signer le contrat que Cena a signé, donc bon, voilà, on saura ça avec les semaines qui viennent. Mais voilà, globalement, euh, j'étais plutôt satisfait de ce pay-per-view. Voilà, j'ai quand même tenu les 4 heures, donc enfin même plus, ouais non, les 4 heures, ça commençait à 2 heures, fini vers 6 heures, donc ouais, c'est 4 heures. J'ai tenu les 4 heures de show, donc en soi c'est que c'était pas si mauvais que ça. Voilà, après c'est un peu mon ressenti en étant fatigué, du coup en voyant les matchs être assez lent et tout. Mais je pense que si je les avais regardés en pleine journée, il y a certains matchs, je me serais dit ouais en fait ils sont vraiment géniaux. Voilà. Et du coup, ben vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette de ce pay-per-view, de cette nuit. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Brock Lesnar? Est-ce que pour vous c'est un bon retour ou pas? Voilà, moi Brock Lesnar, je sais que je suis pas un grand fan de ses retours puisqu'à chaque fois il remporte des titres au lieu d'aider les jeunes à être mis en avant. Mais l'avantage de Brock Lesnar comparé à Goldberg, c'est que comme Edge, il, il sait catcher. Bon après son défaut comparé à Edge, c'est que il catche pas toutes les semaines. Voilà, Brock Lesnar il catch une fois de temps en temps et tout, donc c'est pas super pour un champion. Dites-moi également ce que vous pensez du retour de Becky Lynch. Est-ce que pour vous c'est un bon retour ou pas? Je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que c'est un bon retour, mais est-ce que lui faire gagner la ceinture directement après son retour, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Vous, dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Voilà, on pourra en discuter dans les commentaires. Et puis, plus globalement, ce que vous avez pensé de tous les changements de titre, des conservations, des victoires, des défaites, enfin, vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé de SummerSlam, et voilà, si vous avez été satisfait ou non de ce show. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et notamment le mois prochain avec la review du pay-per-view Extreme Rules qui cette fois sera vu en replay puisque là j'aurai bel et bien repris les cours. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, ciao les Anacalipiens.